Radio. Petit quiz pour toi, René. Dans le mot gonorrhée, là, il est où le H? Il est avant le E accent aigu, E à la fin. Après les deux R, OK. Dans Exactement. syphilis, là, il y a Ouais. combien de L? Un L. Exactement. Et dans syphilis, il y a 3 fois le son I. Lequel des 3 est un Y? Le premier. Mon Dieu, t'es bon! L'idée derrière tout ça, c'est que les noms d'infections transmises sexuellement sont durs à écrire, l'épellation est pas facile, et en plus, ça ressemble souvent à des noms de méchants dans des films ou des romans fantastiques comme Morpion, syphilis, gonorrhée. Ça sonne pas bien. On aurait pu trouver des meilleurs noms, je pense. Vraiment. Puis j'ai l'impression que tout ça, ça contribue à rendre ces maladies-là vraiment étranges, épeurantes, ou même mal aimées. Puis bon, il n'y a aucune maladie qui est vraiment aimée, mais celles-là ont vraiment quelque chose de profondément indésirable. On les redoute. Dès Mhm. qu'on commence à être actif sexuellement, on s'inquiète de notre risque d'en contracter une. C'est vrai qu'il faut être vigilant, Mhm. mais je pense qu'il faut aussi faire attention à pas systématiquement lier la sexualité à notre risque d'attraper une infection. C'est beaucoup plus que ça, la sexualité. Et faut pas oublier que la sexualité, ça peut être le fun. Oh, il paraît ça. Bienvenue à Dis-moi Docteur. Je m'appelle René Vitmer et je suis médecin de famille. Et moi, je suis Philippe Marois, journaliste et vulgarisateur scientifique. Dans cet épisode, on va parler d'infections transmises sexuellement et par le sang, les ITSS, pas pour faire peur, mais au moins pour que vous puissiez les connaître davantage parce que plus on est informé, mieux on peut se protéger. Et on va parler des nombreux mythes qui courent à leur sujet, les spécificités des ITSS les plus communes, mais aussi des stratégies qu'on peut adopter pour réduire les risques de les attraper et de les transmettre. Oui, parce que le risque zéro n'existe pas, à moins qu'on choisisse de n'avoir aucune relation sexuelle. C'est pas quelque chose que d'habitude je prescris à mes patients, ça. Ah non? Non. OK, alors si vous avez des relations sexuelles, cet épisode-là est pour vous. Bon, un petit rappel lexical. Avant, on utilisait le terme MTS pour maladie transmise sexuellement, mais maintenant on préfère le terme ITS ou ITSS pour infection transmise sexuellement ou par le sang, parce que le mot maladie, ça implique qu'on a des symptômes, que non seulement on a été infecté, mais que la maladie s'est développée, et c'est pas toujours le cas. Non, parce que dans bien des cas, et pour ne pas dire la majorité pour certaines ITSS, on a été infecté par un virus ou une bactérie et on peut être contagieux, mais on n'a aucun symptôme. Puis c'est moi, René, où les ITSS, ça demeure un sujet qui est tabou, quelque chose qu'on a honte de dévoiler publiquement. Absolument. Je le vois ça chez mes patients quand ils se présentent avec un symptôme comme de l'écoulement ou des nouveaux symptômes que ça chauffe quand ils font pipi. Il y a une culpabilité autour de ça et on se fait culpabiliser par rapport à notre sexualité. Ouais, puis c'est lié à un comportement qui touche notre vie intime et c'est un sujet qu'on partage rarement avec notre entourage ou à l'ensemble de notre famille. Et aussi, ça concerne nos organes génitaux. Et on s'est souvent fait dire qu'il faut garder une bonne hygiène de cette région-là du corps. Et le fait d'avoir une infection là, c'est un peu gênant. Ça donne une impression de malpropreté. Puis ça, c'est vraiment un mythe tenace sur les ITSS. Ouais, puis des mythes, il y en a beaucoup sur ce sujet-là et ça vaut peut-être la peine d'en déboulonner quelques-uns. Et le premier, justement, c'est que les ITSS, c'est lié à la malpropreté. Puis c'est faux, c'est pas lié à la malpropreté. Les ITSS, ça n'a aucun lien avec l'hygiène de nos parties génitales et il y a certaines personnes qui vont me dire qu'ils ont pris une douche après une relation sexuelle pour réduire leur risque, alors que ça change absolument rien. Et même cette conception-là, c'est ancré dans notre langage commun. On entend des expressions comme « es-tu clean » pour dire que t'es propre si t'as pas d'infection. Et ça implique l'idée que si on a une infection, on n'est pas propre. On n'est pas clean. Et je trouve ça super important de corriger les patients que ça n'a rien à voir avec le fait d'être propre ou pas, d'avoir une ITSS. Ouais. Un autre mythe, c'est que certaines personnes pensent qu'on peut attraper une ITSS sur un bol de toilette. Et puis ça, c'est surprenant, mais il y a encore beaucoup de gens qui croient ça et c'est vraiment faux. Ça prend un contact direct de peau à peau entre deux partenaires pour qu'il y ait une transmission d'ITSS. À peu près la seule exception à laquelle je peux penser, c'est le partage d'un objet sexuel qui peut transmettre des infections aussi, avec lesquelles on va recommander une certaine prudence, mais pas sur un bol de toilette. Il y en a aussi qui disent que c'est juste les hommes gays qui sont touchés par les ITSS parce qu'ils ont des relations sexuelles à risque ou qui font pas attention. Ouais, puis ça aussi, c'est pas vrai. Les ITSS, ça concerne tout le monde qui a une vie sexuelle active avec un ou plusieurs partenaires. On aime se faire croire que ça peut juste arriver aux autres, qu'il y a certaines personnes qui sont plus négligentes que d'autres. On aime essayer de trouver des raisons simples pour se faire croire que nous, on n'est pas à risque. Mais tout le monde qui est actif sexuellement peut être touché par une ITSS. D'ailleurs, selon un rapport qui est publié par l'Institut national de santé publique du Québec, la chlamydia touche davantage les jeunes femmes entre 15 et 24 ans que
tout autre groupe d'âge. Ça illustre vraiment comment tout le monde peut être touché par ça. Et la plupart des ITSS, les taux ont augmenté au pays entre 2010 et 2019. Ça a chuté un peu durant les années de pandémie vers 2020 pour plusieurs raisons, mais ça a recommencé à grimper depuis. Wow. L'autre mythe, c'est que ça s'attrape seulement par pénétration. Donc, si on utilise un condom durant une pénétration anale ou vaginale, ça élimine les risques. Puis ça, c'est faux. En fait, je pense que cette perception-là vient du fait qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation au cours des dernières décennies sur le VIH par rapport au fait que ça se transmet peu ou pas par les relations orales. Et c'est vrai, ça, pour le VIH. Les gens en sont venus à croire qu'il n'y a aucun risque associé aux relations orales, alors que dans les faits, il y a plusieurs autres infections qui peuvent être transmises par les relations orales non protégées, comme la gonorrhée, l'herpès, la syphilis, pour n'en nommer que quelques-unes. OK, mais là, moi, je me rappelle de mes cours d'éducation sexuelle au secondaire et on nous expliquait comment utiliser le condom pour la pénétration, mais aussi l'utiliser pour les fellations ou utiliser des carrés de latex à tenir en place sur la vulve d'une femme pour faire un cunnilingus. Tout ça pour éviter qu'un virus ou une bactérie qui loge dans les organes génitaux d'une personne se transmette à la bouche de son partenaire. Je comprends la logique, mais j'ai comme l'impression que c'est juste une théorie qui est un peu déconnectée de la réalité. Donc, tant mieux s'il y en a qui le font, mais moi, j'ai jamais entendu parler de personnes qui utilisent réellement un condom pour des relations orales. Peut-être pour des fois quand on utilise un condom à saveur fruitée, mais sinon, non. Puis je pense que ça nous ramène à l'idée qu'il faut partir d'où est notre patient et qu'est-ce qui est acceptable pour lui et qu'est-ce qu'il veut mettre en place pour réduire ses risques. C'est vrai qu'utiliser le condom pour les fellations, il n'y a pas une grande acceptabilité sociale de ce moyen de protection-là. C'est efficace, mais peu de gens veulent le faire. Exactement. Les gens ne le font pas vraiment et je pense qu'il faut accepter que si on n'en utilise pas, ça peut venir avec une part de risque. Mais ça ne veut pas dire que le condom est inutile. Pas du tout, parce que le condom est super efficace pour certaines infections qui sont transmises par la pénétration, comme le VIH. Le but, là, c'est vraiment pas de l'abandonner ici. Mais ça fait 30 ans qu'on répète aux gens qu'il faut utiliser le condom et pourtant, les ITSS existent encore. Donc, clairement, c'est un outil qui a ses limites. Ça peut pas faire tout le travail tout seul. Non, exactement. Ça convient pas à tout le monde, d'une part. Il y a des gens qui n'aiment pas la sensation, puis il y a plein d'infections desquelles ça nous protège que partiellement le condom. Il y a des ITSS qui se propagent par ce qu'on appelle la zone boxeur. La zone boxeur? Oui, donc dans un contact... On devine, c'est quoi, là? On devine, c'est un contact entre les parties intimes de deux personnes qui ne sont pas nécessairement couvertes par un condom. Et il faut se rappeler aussi que dans le mot ITSS, le dernier S, c'est pour sang. Donc, ça peut se transmettre par le partage d'aiguilles si elles ne sont pas stériles ou encore pour des personnes qui partagent du matériel comme des pailles pour inhaler des drogues comme la cocaïne. Oui, parce que sur les pailles, il peut y avoir un peu de sang et donc, si on se partage la paille, on peut transmettre du sang contaminé à d'autres personnes. Exactement. Donc, on voit que le condom a ses limites, mais il a encore sa place parce qu'en plus d'être efficace pour réduire les ITSS, il nous permet aussi de réduire les risques de grossesse non désirée, mais il ne peut pas faire tout le travail tout seul. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour réduire les risques d'infection. Pas juste l'abstinence? Non, il y a aussi des traitements préventifs qu'on peut donner pour éviter de contracter certaines infections ou éviter de les transmettre à d'autres partenaires. Et l'idée, c'est d'avoir un portrait clair de notre santé sexuelle, d'être bien informé sur notre propre état de santé. Et ça signifie de se faire tester régulièrement. Exactement, parce que si on ne le sait pas qu'on est porteur et qu'on n'est pas traité, c'est là qu'on peut le transmettre à d'autres partenaires. Donc, on parle de dépistage et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être vigilant parce que le fait de n'avoir aucun symptôme d'infection ne veut rien dire. On ne peut pas se baser là-dessus parce qu'on peut être infecté et ne pas développer la maladie, mais être contagieux quand même. Donc, le fait d'être en parfaite santé ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas d'ITSS. La seule façon d'avoir le cœur net et de prendre les meilleures décisions pour soi-même et pour les autres personnes avec qui on couche, c'est de se faire tester. Et ce, dès qu'on est sexuellement actif avec plus d'un partenaire, même si on se protège. Et donc, René, qu'est-ce qu'on suggère? À quelle fréquence est-ce que les gens devraient se faire tester? Et ça, c'est une question complexe et ça dépend de plein de choses, dont notamment le nombre de partenaires. Pour certaines personnes, se faire tester une fois par année, c'est tout à fait adéquat, mais ça peut être aussi fréquemment qu'à chaque 3 mois pour certaines personnes. Okay. Et ça, je précise, c'est quand on n'a pas de symptômes. Donc, la plupart des patients qu'on voit qui ont une ITSS dans leur test, là, c'est des gens qui avaient aucun symptôme quand ils venaient consulter et qui venaient juste pour la routine. Des fois, les patients vont venir dans un contexte d'examen annuel et je vais leur proposer, est-ce qu'on ajoute un test d'ITSS à tout ça? Ils vont me dire, j'en ai pas besoin, je me sens bien. Je suis en santé. Je suis en santé. Il faut déconstruire ça parce qu'il n'y a rien de honteux à se faire tester de routine. Au contraire, c'est un signe qu'on prend soin de sa santé, peu importe son genre, peu importe son orientation sexuelle.
Et aujourd'hui, c'est quoi les tests de dépistage? Parce que je me souviens, à l'époque, il y avait le fameux prélèvement avec un Q-tip dans l'urètre du pénis, puis c'était pas super agréable. Mais là, je peux rassurer tout le monde, on n'utilise plus ça. Yeah! Si la personne n'a pas de symptômes, souvent, un test d'urine va être suffisant. Ou quand on a besoin d'un Q-tip, c'est un auto-prélèvement, soit au niveau de la gorge, au niveau de l'anus, que les gens vont pouvoir faire. Ces tests-là, urine, gorge, anus, c'est bon pour la chlamydia et la gonorrhée, mais c'est pas suffisant. Un test de pipi, dans beaucoup de cas, ne nous permet pas de détecter d'autres ITSS comme la syphilis ou le VIH, et ça se fait à travers le sang. Et ça aussi, c'est un test qui est très fiable. Mais est-ce qu'il y a des risques d'avoir des fois des faux positifs, donc des fausses alarmes, ou des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on est infecté puis le test ne le détecte pas? Oui, ça arrive. Et ça va souvent être une source d'inquiétude ou de discorde même à l'intérieur d'un couple quand il y a un test qui sort positif et on ne sait pas d'où ça sort. Oui, ça peut faire un froid dans un couple. Certainement. Et je pense que c'est important d'aborder ça avec humanité, ouverture, avec les gens qui nous consultent. Tous les tests comportent un risque de faire une fausse alarme et d'un autre côté, de nous dire qu'on n'a pas une ITSS alors qu'on en a réellement une. Je donne l'exemple, quelqu'un qui arrive avec un écoulement sur le bout du pénis et que le test me dit pas d'ITSS, ben je vais remettre en question ce résultat-là. Et de la même façon, un couple qui me consulte et qui me dise on est monogame depuis plus de 10 ans, on n'a eu aucun partenaire à l'extérieur du couple, ils sont catégoriques là-dessus et qu'il y a une ITSS qui sort, ben faudrait se demander, se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une vraie ITSS ici ou est-ce que c'est une fausse alarme? Donc, des fois, on va répéter le test. Il y a certains tests qui donnent plus de fausses alarmes que d'autres selon le contexte. Donc, c'est important d'être capable de bien interpréter les résultats. Mais donc, ça demeure quand même assez fiable? Oui, on peut rassurer les gens. C'est vraiment rarissime les situations où ça donne des fausses alarmes ou à l'inverse que ça manque des ITSS. Donc, c'est fiable et c'est simple à passer. Oui, exactement. Et ça, c'est simple. Ça, c'est quand on n'a pas de symptômes. Par contre, on n'a pas besoin d'examiner les personnes. On n'a pas besoin de faire un examen de la vulve, du vagin, de l'anus, du pénis. Parce que pour beaucoup de gens, là, de se dire « je vais devoir me faire examiner », c'est un obstacle. Donc, on peut rassurer les gens qui sont peut-être gênés par l'examen physique, et ça peut se comprendre, qu'on n'aura pas besoin de les examiner s'ils n'ont pas de symptômes. Par contre, si nos patients ont des symptômes, que ce soit des nouvelles douleurs au bas du ventre, des écoulements au niveau du pénis ou de la vulve, bien là, on consulte tout de suite. On n'attend pas notre prochain dépistage dans 3 mois. Et dans ces situations-là, un examen physique, c'est très utile. C'est avec un professionnel de la santé qu'on détermine s'il faut se faire dépister à chaque 3 ou 6 ou 12 mois selon nos pratiques sexuelles. Et dis-moi, René, à partir de quel moment est-ce qu'un couple n'a plus besoin de passer de tests de dépistage? Encore une fois, c'est du cas par cas, parce que des fois, on pense qu'on est avec un ou une partenaire, donc on n'est plus à risque. Mais si on change de partenaire, la monogamie en série, ben, on a des nouveaux partenaires, donc c'est quand même utile de se faire tester de routine. Je dirais c'est du cas par cas. Puis si on pense qu'on est plus concerné, j'encouragerais les gens à en parler avec leur médecin. Et maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de décrire une à une les ITSS les plus communes. Et on va commencer par celle qui est probablement la plus connue, le VIH. D'ailleurs, René, j'ai l'impression qu'on n'utilise plus vraiment le mot sida. Est-ce qu'il y a une raison? C'est un peu la même raison pour laquelle on utilise le terme ITSS plutôt que MTS. Le VIH, c'est le nom du virus qui peut nous infecter et causer éventuellement le sida, qui est le nom de la maladie qui va arriver. Quand on parle de sida, ça veut dire qu'on est rendu à l'apparition de la maladie et qu'on est à un stade avancé du VIH. Mais ça, le sida, donc la maladie, c'est devenu quand même assez rare aujourd'hui au Canada, je pense. Oui, c'est devenu de plus en plus rare. Le virus court toujours, mais on est capable de traiter les gens pour qu'ils ne développent pas la maladie. C'est ça qu'on appelle la trithérapie? Oui, exactement. On utilise plutôt le terme thérapie antirétrovirale aujourd'hui. Pour faire plus simple. Pour faire plus simple, mais oui, essentiellement, c'est la même chose, la trithérapie. C'est des médicaments qui vont venir s'attaquer au virus, qui n'arrivent pas à le faire disparaître complètement, mais qui vont nous donner une vie normale et qui vont éviter toutes les complications du VIH. Il faut le dire, là, les traitements ont tellement changé au cours des 30 dernières années. Avant, il fallait prendre plusieurs pilules par jour, qui étaient parfois associées à beaucoup d'effets secondaires. Maintenant, on parle de prendre une pilule par jour. Et il y a même des études en cours et des traitements qui sont des injections une fois par 2 mois. Donc, beaucoup moins d'effets secondaires qui sont associés au traitement d'aujourd'hui. Et leur efficacité a décuplé dans les dernières années. Donc, ça a vraiment changé la donne.
Et je suppose qu'il faut prendre ces traitements-là avant que le virus ne devienne la maladie du sida avancée. Donc, comment on fait pour savoir qu'on a contracté le virus? Est-ce qu'il y a des signes, des symptômes? Mais tant qu'on n'est pas rendu à un stade avancé de l'infection par le VIH, on a généralement peu ou pas de symptômes. Donc, c'est vraiment lors du dépistage avec une prise de sang qu'on peut se rendre compte qu'on vit avec le VIH et qu'on est donc séropositif. Les traitements, c'est pas juste pour éviter de tomber malade, hein. Ça élimine aussi les risques de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Et le VIH, comment ça fonctionne? Le virus utilise nos cellules comme une photocopieuse pour faire des copies de lui-même et se propager dans notre corps. OK. Puis les antiviraux, c'est un peu comme si on débranchait la photocopieuse. Le virus est plus capable de se multiplier. Il est toujours là, mais il devient de plus en plus difficile à détecter chez les personnes qui en sont atteintes et qui prennent un traitement. Et en médecine, on va utiliser le terme indétectable. Ça veut dire que je ne détecte plus le virus dans le sang des patients. Il est toujours là, caché quelque part. Exactement. Il est caché dans des endroits qu'on appelle des réservoirs, mais il est plus détectable sur les prises de sang. Et on dit que quand on est indétectable, c'est intransmissible. Donc, même si on est séropositif, si on prend le traitement et qu'on ne détecte plus le virus, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Et aussi, il faut dire qu'il y a un autre médicament pour réduire la transmission, et c'est ce qu'on appelle la PrEP. Oui, et ça, c'est une autre évolution dans tout ce qui entoure le VIH. La PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, l'acronyme, et on la prend pour éviter d'attraper le virus du VIH, et c'est un traitement qui est extrêmement efficace. On parle de près de 100% d'efficacité lorsque c'est bien pris. On le recommande à qui, ça? Toute personne qui se sent à risque et qui aimerait prendre une mesure complémentaire pour réduire son risque de contracter le VIH devrait en parler à son médecin. Moi, quand j'ai commencé à en prescrire de la PrEP il y a plusieurs années, je m'attendais à voir des jeunes, je m'attendais à voir des ados, des jeunes adultes qui découvrent leur sexualité et qui sont peut-être plus actifs. Et j'étais vraiment étonné de voir que c'était beaucoup d'hommes d'âge plus avancé qui avaient perdu des partenaires ou des gens qu'ils aimaient dans les années où il y a eu l'épidémie de VIH-Sida. Ils m'ont partagé le traumatisme qu'ils avaient vécu et que ça aurait changé tellement le cours de l'histoire d'avoir accès à un traitement comme ça il y a plusieurs années. Et là, on a les bons outils pour freiner l'épidémie de VIH. Ouais, c'est fou comment ça change. Puis, on n'a toujours pas trouvé de vaccin contre le VIH, mais l'évolution de ces traitements-là a vraiment changé la réalité de ceux qui sont séropositifs. Absolument, parce que pendant longtemps, les personnes qui vivent avec le VIH étaient mal perçues. Le milieu de la santé les avait en quelque sorte abandonnés, sauf quelques exceptions. C'était vraiment traité comme s'ils avaient la lèpre. Là. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Dans les années 80-90. Vraiment. Et on n'est plus dans la même réalité aujourd'hui, même si, clairement, ça existe encore la sérophobie, donc la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH. On sait que ça a beaucoup, beaucoup changé et la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH a été transformée par les traitements qui sont maintenant disponibles. Ceci étant dit, c'est pas une raison pour ne pas être vigilant. Si on est séropositif, même si on suit assidûment les traitements, on demeure infecté pour toute sa vie et il faut prendre des médicaments pour le restant de ses jours pour ne pas développer la maladie. On ne souhaite pas ça. Donc, il faut continuer à porter le condom et se faire dépister régulièrement. Et maintenant, on passe à une autre ITSS, la syphilis. Et ça, là, c'est mon infection préférée, la syphilis. Pourquoi? Elle est juste vraiment intéressante à étudier. Elle fait toutes sortes de choses. Moi, mes étudiants, là, quand je leur dis que je vais parler de syphilis avec eux, ils voient, là, ça s'illumine dans mes yeux. D'accord, je le vois là. Donc, la syphilis, si on revient à la base, c'est causé par une bactérie qu'on peut contracter par tout type de pénétration, que ce soit vaginale, anale, les relations sexuelles orales ou le partage d'objets sexuels, et même simplement par contact direct. Donc, si notre peau touche une lésion d'une personne infectée comme un chancre, un ulcère, ça peut se transmettre. Donc, ça veut dire que le condom, il ne protège pas complètement contre la syphilis. Il aide, mais pas complètement. Exactement. Il donne une certaine efficacité, mais c'est pas 100% efficace. Et on appelle la syphilis la grande imitatrice parce que ça peut donner des symptômes qui ressemblent à plein d'affaires. D'abord, quand ça se présente, ça va être sous forme d'ulcère à l'endroit où notre corps a été en contact avec la bactérie qu'on appelle un chancre. Et souvent, ça passe inaperçu parce que la bactérie adore les tissus nerveux. Et ça vient en quelque sorte attaquer les nerfs qui sont responsables de nous envoyer le signal de douleur jusqu'à notre cerveau. Ce qui fait que les gens, quand ils ont une ulcération au niveau des organes génitaux, on pourrait s'attendre à ce que ça fasse mal et typiquement, c'est pas très, très douloureux. Parce qu'avec la syphilis, le cerveau reçoit moins ou reçoit peu le signal de douleur. Exactement. Et puis, même sans traitement, les ulcérations finissent par disparaître d'elles-mêmes.
OK. C'est le premier stade de la maladie qui s'en va. On est guéri? On n'est pas guéri malheureusement parce que là, ce qui nous guette, c'est la syphilis secondaire. Donc, la maladie va réapparaître sous forme de lésions typiquement qui vont être au niveau des pieds et des mains. On appelle ça la syphilis de la peau et des muqueuses. Parce qu'il faut savoir, un détail intéressant, c'est que la syphilis, c'est une bébite qui n'aime pas la chaleur. Donc, elle a tendance, quand elle ressort, elle va sortir aux endroits qui sont un peu plus frais, donc les Comme pieds les et les mains. extrémités. Exactement. Ben voilà. Et si on ne traite pas, c'est là qu'on peut avoir de l'apparition de certaines complications à long terme, donc des atteintes au niveau du cerveau, du cœur, des os. Et ça peut arriver 5 à 30 ans après avoir été infecté. 30 ans? Oui, c'est très, très long. Donc, c'est la bonne nouvelle d'une certaine façon, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de temps pour l'attraper, la syphilis, avant que ça donne des dommages irréversibles chez beaucoup de personnes. Mais heureusement, tout ça, ça s'évite avec un simple traitement d'antibiotiques. Un traitement qui guérit complètement la maladie? Complètement. Peu importe le stade. Il y a certaines formes qui sont un peu plus difficiles à traiter, mais la syphilis, c'est une bactérie un peu primitive qui n'a pas vraiment le potentiel de développer des résistances au traitement. Mais comment on fait pour savoir qu'on a la maladie à la base si on ne détecte pas les premiers ulcères parce qu'il n'y a pas de douleur? Est-ce que c'est par le dépistage de routine, je suppose? Oui, donc si on a des symptômes, évidemment, on consulte, mais si on n'a pas de symptômes, c'est super important de se faire dépister régulièrement. On n'attend pas que les symptômes apparaissent, surtout qu'au Québec, on assiste au grand retour de la syphilis. Pendant des années, il y a plusieurs médecins qui n'en avaient jamais vu parce que c'était devenu assez rare et on disait pendant un temps que c'est une maladie qui concerne uniquement les hommes gays ou les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, alors que la face de la maladie a changé et ça affecte tout le monde, notamment au Nunavik où c'est devenu vraiment un sérieux enjeu de santé publique. Entre 2010 et 2019, les taux de syphilis infectieuse ont augmenté de 400 % au pays. C'est quadruplé, ça, là. C'est énorme. Donc, tout le monde est concerné par la syphilis et se faire tester régulièrement devrait faire partie des bonnes pratiques. Parfait. On passe à la chlamydia. Ça, c'est causé par une bactérie qui est super commune. En fait, c'est une des ITSS les plus répandues qui s'attrape surtout par les relations anales, vaginales ou encore le partage d'objets sexuels. Donc, dans ce cas-là, le condom aide beaucoup. Absolument. Et quand on est infecté par la chlamydia, c'est une bactérie qui demeure généralement localisée dans une partie du corps, donc nos organes génitaux, l'anus et même des fois l'œil, parce que ça peut donner des conjonctivites, la chlamydia, et ça peut donner une panoplie de symptômes. Donc, c'est vraiment pas nécessairement banal comme infection. On peut, oui, avoir des écoulements au niveau du pénis, du vagin, mais il y a d'autres complications qui sont peut-être moins connues du grand public, notamment des infections pelviennes un peu plus profondes au niveau des trompes de Fallope. On appelle ça une salpingite. Ça peut même entraîner des problèmes de fertilité dans le futur ou même augmenter notre risque d'avoir une grossesse ectopique. Ça, c'est les grossesses qui se passent en dehors de l'utérus. Exactement. Et ça peut être dangereux, les grossesses ectopiques. Il y a bien des personnes, par contre, qui sont infectées par la chlamydia et qui ne le savent simplement pas parce qu'elles n'ont pas de symptômes. Et elles ne savent donc pas qu'elles sont contagieuses. Et laisse-moi deviner, il faut dépister. Ben oui, ça prend un test d'urine ou encore, au niveau de l'anus aussi, on peut faire un prélèvement avec un genre de Q-tip. Et la beauté de la chlamydia, c'est que ça reste relativement facile à traiter. On a encore plein d'options d'antibiotiques qui sont disponibles, qui fonctionnent aujourd'hui et qui permettent de s'en débarrasser. On a un peu l'embarras du choix. C'est le fun que ce soit facile à traiter, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les maladies, comme la gonorrhée. Puis ça, c'est un réel enjeu de santé publique. La bactérie de la gonorrhée a développé des résistances à certains antibiotiques depuis une vingtaine d'années et c'est de pire en pire comme phénomène. Ça, là, ça veut dire que les médicaments qu'on utilisait avant ne fonctionnent plus. La bactérie est résistante à ces traitements-là. Et il faut trouver d'autres options. Et nos choix commencent à être franchement réduits. Heureusement, il y a encore certains antibiotiques qui fonctionnent, mais dans les cas où on a des patients allergiques à certains antibiotiques, ça peut devenir vraiment compliqué. Donc, le risque avec la résistance aux antibiotiques, c'est qu'on arrive un jour à un point où on n'est plus capable de traiter ces infections-là. Exactement. Puis c'est grave. C'est très grave. Et heureusement, à ma connaissance, au Québec, on a toujours réussi à utiliser les antibiotiques un peu standards qui sont recommandés, mais il y a des souches dans le monde où on n'arrive plus à les traiter. Wow. Et si on parle d'antibio, c'est parce que la gonorrhée, c'est une bactérie. Oui, une bactérie qui se contracte par pénétration anale, vaginale, mais aussi par les relations orales. Et encore une fois, on peut ne pas avoir de symptômes qui y sont associés, comme les autres ITSS, mais si on a des symptômes, ça peut être plein de choses. Ce qui est peut-être le mieux connu, c'est d'avoir des écoulements au niveau du vagin, du pénis ou de l'anus, mais on peut avoir des infections qui vont mener à des douleurs testiculaires, des maux de gorge, ça peut brûler quand on urine, et c'est une des raisons pour laquelle on appelait ça la chaude pisse pendant plusieurs années. Oui. Et il peut y avoir des complications qui sont peut-être un peu plus méconnues, mais la gonorrhée peut se répandre dans les articulations et donner des arthrites à
à gonorrhée. Ça peut mener à des problèmes de fertilité. Il peut y avoir des infections pelviennes chez les femmes, donc au niveau des trompes de Fallope, encore une fois. Et il peut y avoir même des infections au niveau de la prostate ou des testicules chez les hommes. On parle à ce moment-là d'orchiépididymite. Attends, peux-tu me l'épeler, celle-là? ORCHI, trait d'union, EPIDYDIMITE. Bravo. Il y avait les yeux fermés, donc je confirme qu'il n'a pas regardé le texte. Et donc, il faut se faire dépister et traiter. Oui, et quand on se fait traiter, il y a un élément qui est absolument incontournable après le traitement, c'est de faire un autre test pour être sûr que ça a vraiment bien fonctionné. Parce que si on était infecté par une souche qui était résistante à l'antibiotique qu'on vient de prendre, ben, elle va être encore là. Donc, ça nous prend un autre choix de traitement. C'est donc super, super important de se faire retester après. Et souvent, les patients, voire même certains professionnels, oublient de penser à cet aspect-là. Puis souvent, quand on avait des symptômes, on se dit « Ah, ben j'en ai plus de symptômes, ça a dû marcher, mon traitement, mais quand même, Mais non, ça pas reste recommandé de retester. » On en prend note. Parlons maintenant de virus du papillome humain, les VPH. C'est l'ITSS la plus répandue. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils l'ont. Oh non? L'Agence de santé publique du Canada estime que c'est 70% des personnes sexuellement actives qui vont contracter une infection au VPH au courant de leur vie. 70%, ça, c'est plus du 2/3 des gens qui vont l'avoir. C'est énorme. Et c'est pas juste un virus, c'est une famille de virus. Il y en a plusieurs. On dit le VPH, mais il faudrait dire en fait les VPH. Oui. Et ce sont des virus qui peuvent n'entraîner aucun symptôme pendant de nombreuses années, donc qui passent sous le radar. Et dans la majorité des cas, le corps est capable de se débarrasser tout seul de l'infection. Mais ils peuvent aussi causer des condylomes, donc comme des verrues génitales, ou créer des lésions qui évoluent lentement vers différents types de cancers potentiellement mortels, comme le cancer du col de l'utérus, mais aussi de la gorge et de l'anus. Et là, dans le cas des VPH, le dépistage est un peu différent. Oui, au moment d'enregistrer, on utilise encore le PAP test ou le test PAP. Pourquoi le PAP? PAP, c'est un diminutif pour Papa Nicolaou, qui est l'inventeur du test PAP. Tu peux l'épeler? Non, c'est une blague. OK. Et c'est un test qu'on va faire une fois aux 3 ans à partir de l'âge de 25 ans pour les femmes ou les personnes qui ont un col qui ont déjà été sexuellement actives. On utilise une petite brosse pour frotter le col de l'utérus lors d'un examen gynécologique pour détecter les premiers signes d'un cancer. Donc, on détecte des changements cellulaires causés par le VPH et non pas le VPH en tant que tel. Pas le virus. Non, exactement. Et c'est pas tout le monde qui est à l'aise que ce soit, par exemple, un médecin homme qui effectue ce test-là, et je peux le comprendre. De plus en plus, les dépistages peuvent être offerts par des infirmières. Donc, si jamais c'est un obstacle pour vous, la personne qui vous fait le test, en tout cas, il y a de plus en plus d'options qui peuvent s'offrir à vous. Mais il y a quand même des limites au test PAP. D'abord, c'est que ça détecte seulement le cancer du col de l'utérus et il n'y a pas de PAP test aussi facile pour la gorge ou l'anus. Donc, de façon générale, pour l'instant, il n'y a pas de dépistage qui est recommandé de façon générale pour les hommes, mais ça demeure quand même un outil de détection efficace. Et si jamais, par le test PAP, on découvre que le patient est infecté, est-ce qu'il y a des traitements? Oui, donc selon ce qu'on va trouver au PAP test dans les cellules, certains VPH ou certaines anomalies sont de bas grade et sont à faible risque d'évoluer vers des cancers. Donc, on va faire de la surveillance active, répéter des tests dans le temps. Et dans certains cas, c'est un peu plus alarmant. Le risque est plus grand que ça progresse. Et là, on va référer vers des spécialistes, souvent des obstétriciens gynécologues, pour enlever des parties de col ou aller faire d'autres examens pour voir est-ce qu'on surveille ou est-ce qu'on enlève des bouts de colle pour prévenir que ça progresse. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer parce que dans les prochaines années, on va implanter un dépistage qui ne sera plus basé sur le test PAP, mais bien sur la détection des VPH chez les femmes avant qu'ils causent des changements cellulaires. OK. Et bien sûr, il y a une autre stratégie aussi, c'est la vaccination pour les filles et les garçons un petit peu avant l'adolescence, donc avant d'être sexuellement actifs et être à risque d'être infectés. Et il y a de plus en plus d'études qui démontrent que ça réduit énormément les risques d'être infectés par plusieurs types de virus du papillome humain et donc de développer des formes de cancer. Oui, il y a encore des parents qui craignent le vaccin contre le VPH parce qu'il est entre guillemets, relativement nouveaux et qui ont l'impression qu'on ne connaît pas bien les effets à long terme. Et vraiment, ça fait plus de 15 ans qu'on utilise le vaccin. On est capable vraiment maintenant de bien en étudier ses effets et c'est plus nouveau. Et le verdict est assez clair selon les experts de santé publique. Les bénéfices dépassent largement les risques, donc ça vaut la peine. Prochaine ITSS qui écœure beaucoup de monde, les poux du pubis, alias les morpions.
Les morpions, Oui. c'est une infection parasitaire. Donc, pas un virus, pas une bactérie, une bébite. Comme des poux, qui sont un peu différents des poux qu'on a dans les cheveux. Ils sont visibles à l'œil nu. Ils ont l'air de petits crabes d'environ 1 à 2 mm quand on les regarde. Et ils ont tendance à se tenir plutôt dans la région du pubis, mais ils peuvent aussi se déplacer sur le corps où il y a du poil, donc la barbe, le poil de torse, les aisselles, les sourcils, les cils. Et ils peuvent se transmettre par contact direct durant une relation sexuelle, donc le poil qui touche le poil, mais aussi parfois en se passant des vêtements contaminés ou via de la literie, ce qui était un peu plus rare. OK, mais ça, les morpions, là, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment une infection qui est associée à la malpropreté ou à un manque d'hygiène. Puis pourtant, là, ça n'a pas rapport. Non? Non, même on a beau, comme les poux, là, on a beau se faire 3 shampoings par jour, si c'est pas le shampoing antiparasitaire, ça fonctionne pas. Ça fonctionne on a beau pas. avoir Donc, les cheveux propres. On a beau avoir les cheveux propres, on peut attraper des poux. C'est vrai. C'est la même chose pour les morpions. Heureusement, il n'y a pas de complications graves associées aux morpions. C'est surtout inconfortable et quand on se rend compte que ça pique et on a l'impression que ça bouge sur notre peau, ça peut vraiment générer de la détresse chez certaines personnes. Ah ouais. Il n'y a pas de test de dépistage, il n'y a pas de prise de sang pour détecter si on a des morpions. C'est vraiment, les gens développent des symptômes et s'en rendent compte quand ils en ont souvent par eux-mêmes. Moi-même, je fais de la clinique ITSS et j'en ai pas souvent vu, pour tout dire. Les patients, dans beaucoup de cas, à mon avis, font le diagnostic d'eux-mêmes, sont capables de reconnaître les poux sur leur corps. Ils vont chercher un traitement en pharmacie ou se traitent d'eux-mêmes. Ouais. Ou est-ce qu'on pourrait se raser aussi? Bien, on entend souvent ça. Les gens ont tendance à vouloir enlever le poil auquel ils vont s'accrocher. Il faut garder en tête que ça prend vraiment pas une grosse racine de poil pour que le morpion s'accroche. Donc, on a beau trimer ça. C'est pas un traitement très efficace. On recommande vraiment un traitement médicamenteux. On peut s'en débarrasser assez facilement. OK. Maintenant, la dernière ITSS, et non la moindre, l'herpès. Il y a beaucoup de monde qui sont vraiment dévastés quand ils apprennent qu'ils sont infectés par l'herpès. Oui, pourquoi? Quand j'annonce un diagnostic d'ITSS, la première chose que les gens me demandent, c'est « OK, comment je m'en débarrasse? Comment je guéris ça? » Puis, quand je leur annonce qu'ils ont de l'herpès et que je leur dis qu'il n'y a pas vraiment de traitement qui permet de s'en débarrasser définitivement, il y a souvent un choc associé à ça. L'idée d'être pris avec une infection pour toute notre vie, je comprends que ça peut être angoissant. Je peux comprendre, c'est embêtant. Et juste pour donner l'info de base, l'herpès, c'est un virus qui peut infecter différentes parties du corps, donc les organes génitaux, oui, mais aussi les yeux et la bouche. Et dans la bouche, c'est ce qu'on appelle du feu sauvage. Dans les faits, on peut en avoir partout de l'herpès et ça va donner des cloques remplies de liquide qu'on appelle des vésicules qui vont se transformer en ulcères, donc un bris de la peau. Et ça va brûler, ça va chauffer et oui, c'est contagieux. On n'a pas ça en permanence, heureusement, parce que notre système immunitaire arrive à garder tout ça sous contrôle. Mais le virus reste toujours en dormance dans notre système et parfois, on peut avoir des poussées d'herpès et ça peut être douloureux. Il faut se rappeler que la première crise, c'est souvent la pire. C'est ce qu'on appelle la primo-infection. C'est la plus longue, elle peut durer jusqu'à 3 semaines et c'est souvent la plus impressionnante, mais heureusement, avec le temps et le contrôle du système immunitaire, ça a tendance à diminuer avec le temps. C'est sûr que si les gens se basent sur cette première crise-là et se disent que ça va être ça qui les attend pour le restant de leur jour, ça peut vraiment faire peur. Oui, mais heureusement, c'est pas le cas et les crises suivantes sont donc pas mal plus courtes, moins intenses. Et si on se fait prescrire un traitement, on peut vraiment contrôler les crises qui nous affectent. Pour les personnes qui font peu de crises, qui sont peu douloureuses, peu incommodantes, on peut prendre un traitement qu'on appelle épisodique. Ça veut dire qu'on prend un traitement dès qu'on a les premiers symptômes d'une crise qui apparaissent. Donc un peu à la carte. Au moment où on a quelque chose, c'est là qu'on le prend. Exactement. On a notre pot de pilules à la maison, puis on est prêt quand la crise arrive, on commence nos pilules tout de suite. Et ça va donc, en quelque sorte, freiner la crise quand on est au début. Et une fois qu'on est rendu au top de nos symptômes, ben là, il est trop tard pour prendre le traitement. Donc, le prendre tôt quand on a une crise, c'est là que ça marche. Que ça s'en vient. Ouais, exactement. Moi, je dis aux patients, quand vous sentez que ça commence à brûler ou le petit chatouillement que l'herpès s'en vient, partez votre traitement tout de suite. Okay. Pour les gens, à l'inverse, qui ont des crises plus sévères ou plus fréquentes, ben on peut donner un traitement qu'on appelle le traitement suppressif, qu'on va prendre sur une base régulière à tous les jours. Et ça permet de réduire grandement les crises, voire de les empêcher d'arriver tout simplement. Donc ça, on le prend constamment pour le restant de ses jours, tous les jours, un peu comme le traitement antiviral pour le VIH. Exactement. De la même façon, c'est un traitement qu'on prend tous les jours dans le but d'éviter des crises. Et en plus de réduire les crises pour nous, ça réduit grandement la transmission aux partenaires. Donc, c'est super intéressant pour certains couples ou pour certaines personnes. Mais là, si on ne prend pas de traitement suppressif, est-ce que c'est contagieux en tout temps? Oui et non. C'est une question vraiment difficile à répondre avec de la nuance, mais
En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que les lésions d'herpès, c'est contagieux. Ouais, Quand on a des boutons, on les toucher, c'est contagieux. Par contre, dans les jours qui vont précéder la crise, bien là, on peut avoir du virus dans le corps qui est augmenté et on peut être contagieux juste avant les crises aussi un peu plus. Donc, quand on n'a pas de symptômes. Exactement. Juste avant. Ce qui fait que c'est un peu difficile pour donner des bons conseils pour éviter la transmission aux partenaires. Oui, au moment des symptômes, c'est clair que là, il y a un risque de transmission, mais dans les jours avant aussi. OK. Donc, si on a l'herpès, comment est-ce qu'on fait pour réduire les risques de transmission à ses partenaires? Je devine la réponse, il faut se faire dépister. Ben non, justement. Ah non. C'est l'exception, l'herpès. Ça fonctionne pas. Ben non, ça marche pas. Quand on n'a pas de symptômes, les tests de dépistage sont vraiment déconseillés parce qu'ils sont pas très fiables pour cette infection-là. Donc, quand on a des symptômes comme des boutons, ben là, on consulte et on peut faire des tests pour confirmer que c'est bien de l'herpès en allant gratter le petit bouton pour l'analyser. Mais chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, on ne peut pas faire ça. Donc, pour les personnes qui sont atteintes mais qui n'ont pas de symptômes, il n'y a pas de moyen de savoir qu'elles sont infectées et donc d'éviter de le transmettre aux autres? Pas vraiment, pas avec fiabilité. Donc, c'est pour ça que c'est pas utilisé en dépistage et c'est pour ça qu'on recommande quand même encore des mesures comme le condom parce que ça aide à réduire la transmission de certaines ITSS, même si c'est pas infaillible. Le dépistage est inefficace, le condom n'est pas suffisant, ça se traite pas. Je peux comprendre que tout ça entraîne encore beaucoup de stigmatisation autour de l'herpès, mais est-ce qu'il y a une note positive qu'on pourrait quand même dire sur cette maladie-là? Bien, moi, je me ferais quand même rassurant que la plupart des personnes font des crises de moins en moins fréquentes et de moins en moins sévères avec le temps, puis qu'il existe des traitements. T'sais, on a tendance à dire l'herpès, on est pris avec ça, mais il y a des traitements qu'on peut prendre soit au besoin ou pour vraiment réduire le nombre de crises qui existent. Et ça, j'encouragerais les gens à en parler avec leur médecin pour voir si ça peut être bon pour eux. Et selon ton expérience, est-ce que ça fonctionne bien? Je veux dire, est-ce que quelqu'un qui avait beaucoup de crises, est-ce qu'il arrive à retrouver une vie normale avec la médication? Absolument. Puis il y a des gens qui font plus de crises du tout avec le traitement et après quelques années, on essaie de l'arrêter, voir s'ils font encore des crises et il y a des gens qui en font juste plus avec le temps. OK, donc quand même, il y a de l'espoir, même avec l'herpès. Donc, on a fait un tour des infections les plus connues, mais c'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres, dont certaines très rares, mais leur nom fait toujours peur, comme la lymphogranulomatose vénérienne, qui est une forme agressive de chlamydia, le mycoplasma genitalium, une ITSS en émergence, ou le Mpox, qu'on appelait auparavant la variole simienne, mais qu'on dit vraiment Mpox maintenant. L'idée, c'est que les méthodes de protection contre les ITSS sont à peu près toujours les mêmes. Si on se protège pour une par l'utilisation du condom ou par dépistage régulier, on se protège pour les autres. Et il y a une information qui est importante à ajouter. C'est pas parce que vous avez déjà été infecté et traité pour une ITSS dans le passé que vous êtes immunisé et que vous pouvez arrêter de prendre des mesures de protection. En fait, pour la plupart des ITSS, on peut les attraper plusieurs fois dans sa vie. Donc, tant qu'on a une vie sexuelle active avec plus d'un partenaire, on se protège et on se fait dépister. Mais René, une chose qu'on n'a pas dit, c'est que si on teste positif, qu'est-ce qu'on fait avec nos partenaires sexuels récents? Et ça, c'est un aspect primordial en prévention et en santé publique. Un peu comme durant la pandémie de COVID-19, on a appris à retracer nos contacts qu'on aurait pu infecter pour leur dire allez vous faire tester ou soyez prudents. Fait que ça varie d'une ITSS à une autre, mais généralement, on conseille de retracer tous les partenaires au moins des 3 derniers mois ou encore depuis notre dernier test d'ITSS qui était négatif. On essaie d'appeler ou d'envoyer un texto à nos partenaires pour leur dire qu'on a testé positif, à quel type d'ITSS idéalement, et ça va leur permettre de se faire tester et d'obtenir un traitement préventif sans délai. Plus on traite tôt, mieux c'est pour briser la chaîne de transmission, pour éviter que quelqu'un qui est en contact avec une ITSS le passe à une personne, qui le passe à une autre. Donc, il ne faut même pas attendre d'avoir des symptômes ou d'avoir un test positif. Dès qu'on sait qu'on était en contact, on traite. Oui, dans beaucoup de cas, on va donner un traitement sans attendre quand on a un certain degré de certitude qu'il y a un risque de transmission entre les partenaires. OK. Pour le VIH, il y a une petite particularité. Si on le sait à l'intérieur de 72 heures après le contact, par exemple dans le cas d'un bris de condom, on peut avoir un traitement préventif qui est en quelque sorte une pilule du lendemain, qui est en fait des pilules du lendemain parce qu'on prend ça pendant 28 jours, mais qui empêche la transmission du VIH très efficacement, qu'on appelle la PPE. C'est un peu différent de la PrEP qu'on prenait avant les relations sexuelles. Là, c'est quelque chose qu'on prend après coup. Mais tout de suite après. Tout de suite après, qui est extrêmement efficace si c'est pris rapidement. Je comprends que c'est la bonne chose